Pendant longtemps, une des raisons de critiquer la clim, c'était sa consommation électrique. Là, il se trouve que ça, c'est plus tellement un problème parce qu'au moment où il fait très chaud, il y a aussi beaucoup de soleil. Et au moment où il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'énergie solaire. Et comme on peut la stocker, autant l'utiliser. Exactement. Okay. Donc là, on peut l'utiliser. Par contre, le fait qu'on rejette beaucoup de chaleur à l'extérieur, ça, c'est tout à fait avéré. Mais pourquoi on a autorisé la clim dans les voitures et pourquoi, je veux dire, on n'imaginerait plus une voiture sans clim? Bah, vous savez, pourquoi est-ce qu'à un moment on a autorisé la cigarette? Enfin, je veux dire, de temps en temps, on fait des choses et puis on se rend compte après coup que c'était pas nécessairement une bonne idée ou qu'il y a des effets indésirables qu'on n'aime pas. Il va falloir s'adapter, effectivement, ne serait-ce que pour survivre face à cette chaleur. Et il y a ce débat clim ou pas clim? C'est pas un problème majeur. Alors la clim, d'abord c'est la partie émergée de l'iceberg. Il faut bien voir que le réchauffement climatique, certes, c'est pénible quand il y a une vague de chaleur, moi le premier. Cela étant, c'est pas le fait d'avoir chaud qui est la conséquence la plus dommageable de ce qui est en train de se passer. Alors c'est quoi? Il y a des problèmes avec les récoltes, il y a des problèmes avec la fissuration des bâtiments, il y a des problèmes avec la résistance des infrastructures, les trains qui roulent ou qui roulent pas, il y a des problèmes avec les usines qui peuvent travailler ou pas, il y a des problèmes avec les chantiers extérieurs qui peuvent se mener ou pas, il y a des problèmes avec les fleuves et l'approvisionnement en eau, parce que quand il fait très sec et très chaud, vous avez moins d'eau disponible. Enfin bref, il y a 1 milliard de problèmes dans lesquels le fait qu'on ait chaud, c'est un problème parmi 50, et c'est pas nécessairement le plus grave. Avec cette question, vous évoquiez les trains. On voit par exemple qu'aujourd'hui, il y a 70 trains qui vont être annulés. C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on voudrait encourager les gens à prendre les transports en commun, mais face à ces chaleurs, ils ne fonctionnent plus. Oui, alors ces chaleurs, c'est quand même pas toute l'année, donc il faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Par ailleurs, il y a 70 trains qui fonctionnent pas, mais enfin, il y en a quand même un certain nombre d'autres qui fonctionnent. Un grand nombre qui fonctionnent, et c'est surtout, en l'occurrence, là, les trains les plus vétustes. Mais par contre, pour donner l'exemple du train, on a construit nos infrastructures dans un climat donné. Tout le monde sait que quand on chauffe des corps, ça se dilate. Par exemple, les rails, ils ont été construits pour supporter une certaine élévation de température. Si l'élévation de température est trop importante, la dilatation du rail est trop importante et les rails se cognent les uns contre les autres et les voies se tordent. Ça, voilà, par exemple, c'est une des conséquences. Ça peut être une conséquence du réchauffement climatique. Et vous en avez également sur l'allongement des caténaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2003, il y avait une ligne à haute tension. C'est pareil sur les câbles des lignes à haute tension. Quand il fait très chaud, le câble se dilate. Et il y a une ligne à haute tension entre la France et l'Italie en 2003 qui s'était tellement dilatée qu'elle a touché terre et déclenché un incendie. Donc, en fait, tout a été adapté au climat qui a été stable pendant des milliers d'années. Et le fait que le climat commence à se dérégler, ça va poser des problèmes un peu partout. Va-t-il devenir stable haut? C'est-à-dire, est-ce que ce que l'on connaît aujourd'hui devient la nouvelle stabilité? Tant qu'on émet, non. Parce qu'il n'y a toujours pas de palier. C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire. Tant qu'on émet, il n'y a pas de palier. Tant qu'on émet, on battra record sur record. Jean-Marc Jancovici, je reviens quand même sur ma question de clim parce que hier, le patron des programmes de l'ADEME, David Marchal, a dit qu'il était défavorable à la climatisation. Il dit si on massifiait son usage à Paris, par exemple, dans tous les logements, on aurait un impact entre 2 et 4 degrés sur la température extérieure. Oui. C'est juste? Alors, j'ai pas fait les calculs, mais en tout cas, l'effet, la conclusion est qualitativement correcte. Qu'est-ce que c'est qu'une climatisation? C'est un engin qui va vous retirer la chaleur de l'intérieur et la rejeter à l'extérieur. Donc effectivement, s'il fait plus frais à l'intérieur, il fait un peu plus chaud à l'extérieur. Pendant longtemps, une des raisons de critiquer la clim, c'était sa consommation électrique. Là, il se trouve que ça, c'est plus tellement un problème parce qu'au moment où il fait très chaud, il y a aussi beaucoup de soleil. Et au moment où il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'énergie solaire. Et comme on peut la stocker, autant l'utiliser. Exactement. Okay. Donc là, on peut l'utiliser. Par contre, le fait qu'on rejette beaucoup de chaleur à l'extérieur, ça, c'est tout à fait avéré. Mais pourquoi on a autorisé la clim dans les voitures et pourquoi, je veux dire, on n'imaginerait plus une voiture sans clim? Vous savez, pourquoi est-ce qu'à un moment on a autorisé la cigarette? Enfin, je veux dire, de temps en temps, on fait des choses et puis on se rend compte après coup que c'était pas nécessairement une bonne idée ou qu'il y a des effets indésirables qu'on n'aime pas. Vous dites qu'il faut changer radicalement nos habitudes et vous dites qu'il y a 3 façons d'économiser l'énergie. L'efficacité, alors ça évidemment c'est le progrès, la sobriété, renoncer, et la pauvreté, mais vous dites ça c'est la même chose que le renoncement, mais c'est subi. Oui. Est-ce que ça veut dire que finalement, dans un certain sens, le retour à une forme de pauvreté vertueuse a votre faveur? Alors, la pauvreté, non, puisque c'est subi. Ce qui est à ma faveur, à moi, c'est la sobriété, c'est-à-dire le fait qu'on fasse un choix éclairé en se disant on va accepter de changer la façon dont on se comporte, parce qu'on va y voir des bénéfices, et il va également y avoir... Un changement, c'est toujours un renoncement. Je veux dire, quand vous déménagez, vous renoncez à votre ancien domicile. Donc il y a des cas de figure dans lesquels renoncer, c'est pas grave.
Vous pouvez déménager et trouver ça sympa. Vous pouvez renoncer à des mètres carrés et trouver ça sympa. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous amuser. Il y a des gens qui partent l'été en camping-car et à ce moment, ils passent de 40 mètres carrés habitables par personne à 3 mètres carrés habitables par personne et ils trouvent ça très bien. Donc, de temps en temps, avoir moins de quelque chose, c'est pas nécessairement un drame si par ailleurs on a plus d'autres choses et qu'on trouve que et si on y trouve c'est ça, l'équation est globalement une bonne affaire. Donc, c'est ça qu'il faut essayer c'est à ça qu'on travaille au Shift Project, c'est essayer de trouver des manières sympathiques de proposer autre chose, de telle sorte que la part de renoncement, elle soit acceptable, voire désirée, parce qu'on se dit, finalement, c'est pas très grave. Jean-Marc Jancovici, est-ce qu'il faut supprimer la Coupe du Monde ? Laquelle ? Celle qui a lieu en ce moment entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Ça dépend. Si les Français gagnent, non. Si les Français gagnent pas, peut-être. Voilà. Donc si les Français gagnent, ça, vous leur pardonnerez. Non, je vous pose cette question parce que le Parisien, mes confrères du Parisien ont fait les comptes avec l'aide d'une association qui s'appelle Greenly et ils ont calculé par exemple. Alors là, on prend même pas les fans ou les supporters qui viennent de partout dans le monde, mais le patron de la FIFA, Gianni Infantino, il a assisté rien que cette semaine à 10 matchs dans 3 pays. Donc Canada, Mexique, États-Unis, il a parcouru 20 000 kilomètres en jet privé, 1 heure de vol donc du patron de la FIFA. Ça correspond à l'empreinte carbone annuelle d'un être humain moyen. Oui. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous me dites. Est-ce qu'il avait besoin d'un jet privé pour se déplacer ? Ça, c'est une première question. S'il voulait assister à tous les matchs, ou alors il fallait renoncer, comme vous le dites. Mais s'il voulait assister à 10 matchs dans 3 pays, il n'y avait pas d'autre moyen, à mon avis, que celui-là. Mais... Je ne sais pas, je n'ai pas été regardé. Alors, ce qui est sûr, c'est que les grandes manifestations internationales, elles ont été permises par le pétrole. On avait fait au Shift Project un rapport justement sur ces manifestations. Et dans un monde avec beaucoup moins d'hydrocarbures, c'est pas sûr qu'on pourra les maintenir. Et effectivement, ça fait partie au sein du monde sportif de ces manifestations qui ont une empreinte carbone particulièrement élevée. Est-ce qu'il faut supprimer la Coupe du Monde ? Alors, est-ce qu'il faut supprimer la Coupe du Monde ? Pas nécessairement. Avant de la supprimer, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. On peut par exemple essayer de motiver les gens pour qu'ils se déplacent moins et faire des fan zones dans un certain nombre d'endroits pour que les gens puissent quand même célébrer sans se déplacer. Et quelque part, c'est ce que font tous les gens qui se mettent au bistrot derrière un écran et qui se prennent une boisson et qui regardent le match et qui sont contents d'être là et qui voilà, etc. Il y a également un vrai sujet sur la façon dont on organise les tournées. Les pays d'accueil, etc. Parce qu'on peut faire des choses de telle sorte que ça optimise les déplacements. Et on avait regardé tout ça au Shift Project, donc on a fait un petit rapport que les gens peuvent lire si ça les intéresse sur la façon déjà de baisser les émissions sans supprimer les manifestations. Je vous poserai la même question sur les JO d'hiver qui vont avoir lieu en France en 2030. Est-ce que c'est souhaitable ? Alors ça, il y a encore un autre sujet avec les JO d'hiver, c'est que ça, en général, ça équipe les endroits avec des infrastructures qui sont destinées à durer. Or, il y a un petit sujet avec l'enneigement. Qui est en train de diminuer. Donc la bonne question en ce qui concerne les Alpes, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec le tourisme hivernal, qui aujourd'hui est un très gros contributeur à l'économie de ces zones, et qui va progressivement être attaqué entre guillemets. J'ai l'impression que vous voulez toujours trouver l'équilibre et je le comprends parfaitement. Jean-Marc Jancovici, vous ne voulez pas justement décourager les êtres humains qui nous écoutent. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce que vous dites à tous les gens qui vivent du tourisme en Savoie, en Haute-Savoie, etc. Bon, donc vous pouvez pas juste dire faut supprimer. De toute façon, le yak à faucon, ça sert à rien. Donc il faut un peu de nuance. Alors je sais que la nuance c'est compliqué quand on n'a pas beaucoup de temps, mais tous ces sujets-là sont des sujets un peu compliqués et donc il faut regarder comment on arrive à trouver des compromis qui sont acceptables.